Et avant ce documentaire, le loup nous place face à des contradictions. Il s'agit de préserver une espèce animale qui risque elle-même parfois de déséquilibrer certains écosystèmes. Il y a donc beaucoup de questions qui se posent aux politiques, aux experts, aux professionnels de l'élevage, aux défenseurs de l'environnement. Et chacun est représenté autour de moi sur ce plateau. Bonjour Cyril Pellevat. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Haute-Savoie. Vous êtes l'auteur d'un rapport pour le Sénat paru l'an dernier à la suite du plan national d'action sur le loup. Vous allez nous en dire plus. Bonjour à vous Jean-David Abel. Vous êtes le vice-président de France Nature Environnement. Vous travaillez sur cette question du loup au sein de l'association depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Bonjour à vous Patrick Poyet. Vous êtes le délégué régional en Auvergne-Rhône-Alpes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, chargé notamment de recenser la population des loups en France. Et bonjour Claude Font. Bonjour. Vous êtes éleveur en Haute-Loire et vous êtes l'un des responsables de la Fédération nationale ovine en charge des questions liées à la prédation. Donc notre sujet. D'abord, je voudrais une réaction à ce qu'on vient de voir. C'est un sujet passionnel, hein, évidemment. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est inextricable quand on regarde ce documentaire. En tout cas, depuis 25 ans, c'est très difficile de trouver un terrain d'entente sur ces questions. Cyril Pellevat, est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, c'est le sentiment qu'on peut voir, parce qu'on a d'un côté une vision un peu idéaliste du loup, un peu à la façon Walt Disney, Roxy Rookie, Cro-Blanc, c'est un peu ce qui a été mentionné. Et de l'autre côté, on voit la désespérance du monde agricole par les témoignages qui ont été menés. Et on a l'impression, et en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai mené des auditions l'année dernière dans le cadre de la sortie du plan loup, que les deux positions sont figées et qu'on n'arrive pas à avancer de part et d'autre. Des positions figées, c'est votre sentiment aussi, Jean-David Abel, une vision idéaliste du loup ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du côté des organisations professionnelles, c'est sûr. Du côté des protecteurs, je ne crois pas non plus. Certains, certainement, dans la société, ont une vision, une approche de l'animal sauvage assez idéalisée. Les associations qui sont au groupe national loup ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là et elles ne minorent pas les contraintes réelles que le retour du loup fait peser sur les éleveurs. Simplement, dont il faut se rendre compte, c'est que finalement, on a passé plus de 4 générations sans loup, on a eu un pastoralisme sans loup, et là on a 20 ans, 25 ans de recul, et c'est très peu pour se remettre à vivre avec, à se protéger, à intervenir sur la population, etc. Donc ça bouscule tout le monde. Moi j'ai l'impression que quand même on apprend et que petit à petit on progresse. 25 ans, pourtant on a le sentiment que c'est long, Claude Font. C'est énormément long. Il y a des éleveurs qui subissent la prédation depuis plus de 25 ans, en effet. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que la prédation, pour un éleveur, c'est une agression caractérisée. Ça l'atteint dans sa vie d'éleveur, bien sûr, mais aussi dans sa vie d'homme. Et ça a des conséquences énormes sur l'économie, sur l'aménagement des territoires et sur aussi le social. Le social au niveau, on a vu dans le reportage, au niveau des communes, des territoires. Et c'est des conséquences importantes sur tous ces phénomènes. En tout cas, on voit bien, le temps de la nature n'est pas le même que le temps que vous éprouvez, vous, en tant qu'éleveur, avec des réalités économiques dont on va avoir l'occasion de reparler. Patrick Poyet, pour bien reposer tout ce débat, c'est important de savoir de quoi on parle. Combien y a-t-il de loups aujourd'hui dans notre pays ? Donc, la population de loups, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas stable. On a le chiffre officiel qu'on sort en sortie d'hiver, donc le prochain chiffre de sortie d'hiver devrait sans doute dépasser les 500 loups. Le dernier, c'était 430 aux sorties de l'hiver dernier. Donc une population en croissance toujours ? En croissance d'une vingtaine de pourcents par an. 20% par an, oui, c'est beaucoup. Oui. C'est effectivement beaucoup. Il y a 2 ans, on était à 360 loups, donc 430 l'année dernière. On franchira les 500 sans doute l'hiver prochain. Alors ce cap de 500, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'au-delà de ce cap, on dit que voilà, l'espèce, elle est viabilisée, pardonnez-moi le terme, mais je ne sais pas si c'est le bon. Mais... Elle est viable. Alors c'est un chiffre qui a été écrit dans le plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage, donc qui est issu d'une expertise collective qui avait été faite entre chercheurs dans ce domaine et qui, grosso modo, correspond au niveau de viabilité de la population de loups en France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la présence du loup, elle est durable. Il va falloir apprendre à vivre avec lui. Donc à 500 loups, le loup a des chances de survie notables en France.
Et donc, effectivement, il est en pleine expansion. Il y a d'ailleurs un dernier mot important parce qu'il y a la question de la cohabitation avec les animaux qui est le cœur de notre sujet, mais pas plus tard que la semaine dernière, les gendarmes ont abattu un loup près d'un lotissement de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Ça vous a surpris, ça ? Surpris non, dans la mesure où on voit bien qu'un certain nombre d'animaux sauvages s'approchent des zones urbaines. Le loup dans ce secteur de Provence-Alpes-Côte d'Azur est largement présent. Il était présent pas très loin, à moins de 2 km de l'endroit où il a été vu, près de la ville. Donc on n'est pas surpris de le voir dans ces conditions. Alors, Cyril Pellevat, on rappelle le nombre d'attaques contre des bêtes, forte expansion de la population de loups, 20% par an, et donc, fort logiquement, forte expansion là aussi du nombre d'attaques chaque année. Hein. Oui, tout à fait. Je crois que sur les chiffres de 2017, on s'était arrêté à 12 000 attaques. Après, sur l'année 2018, malgré l'engagement du préfet coordonnateur et l'action du plan loup, on aurait dû avoir une régression et on est arrivé à 14 000. Donc là aussi, il y a une augmentation. On voit clairement que depuis 2013, on a une augmentation de 60%. Et c'est là aussi, dans le rapport, on avait mentionné, c'est sur le comptage, parce que c'est vrai qu'on a les chiffres de l'ONCFS. Mais par contre, on s'aperçoit qu'ils ont vraisemblablement été plus ou moins minorés et qu'il y en aurait beaucoup plus aujourd'hui. Je pense qu'on serait plutôt aux alentours de 600-700. Ah, 600-700 loups, mais sur quoi vous appuyez pour dire ça ? Parce qu'on s'appuie, il y a une association qui s'appelle Ferus qui également est en charge de détruire les traces de loups. Donc vraisemblablement vis-à-vis du nombre d'attaques recensées, vis-à-vis du nombre de loups, quand on voit qu'en France, un loup, suivant le comptage, est à l'origine d'à peu près 9 attaques et que chez nos voisins espagnols, un loup c'est 1,9, on voit qu'il y a quand même une certaine dichotomie. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Pardon, mais ce que nos voisins parviennent à faire ou ce qu'on le voit. Alors ce qu'on n'arrive pas, d'après encore une fois les auditions que j'ai pu mener, c'est sur le comptage, parce que quand on voit les comptages sont effectués souvent à la sortie de l'hiver, que les loups marchent régulièrement en rang, donc c'est très difficile à mesurer. Après c'est vrai qu'il y a un comptage qui est fait par les hurlements, donc on peut voir les mâles, on peut voir également les jeunes louveteaux, et clairement il y a des décalages. D'ailleurs même dans les rapports de l'ONCFF, il y avait une variable d'année en année depuis 1995 qui était sur une augmentation d'à peu près 16-19%, et dans le bulletin loup de 2016, on parlait d'une augmentation de 10 à 11%. Donc vraisemblablement, on est plutôt sur un seuil de 16-17 depuis les 15-20 dernières années. Alors, pour continuer sur ce constat et pour savoir bien de quoi on parle, Claude Font, il faut nous parler aussi de la réalité et du poids du pastoralisme dans l'élevage aujourd'hui, parce que cette réalité du loup, elle est venue se greffer sur une réalité, on le voyait dans le documentaire, ça fait des siècles que le pastoralisme existe dans notre pays et représente un point important dans l'agriculture, dans l'élevage. Tout à fait, c'est-à-dire le pastoralisme est source de biodiversité. Le problème de la prédation au jour d'aujourd'hui, c'est que on a l'impression, enfin on a plus que l'impression que les pouvoirs publics se laissent dépasser par la problématique de la prédation. Force est de constater que le nombre croissant de zones de présence du loup s'accroît d'année en année, le nombre de loups, le nombre d'attaques, le nombre de brebis, malgré des mesures de protection que l'élevage met en place et joue le jeu et finance en partie, puisque tout n'est pas pris en charge à 100% par les pouvoirs publics. Et ça remet en cause ce comportement du loup qui s'attaque au pastoralisme, remet en cause non seulement le pastoralisme, mais aussi la biodiversité. Le pastoralisme, ça représente quoi, pardon, mais dans la réalité de l'élevage aujourd'hui en proportion par rapport à d'autres types de... L'élevage ovin que je représente, c'est pratiquement 100%. Les brebis vont dehors, que ce soit en estive, en alpage, ou même dans des zones dites de colonisation où c'est des systèmes d'élevage, mais on met les brebis dehors. Et particulièrement dans ces régions dont on a parlé, évidemment sur tout le territoire, mais particulièrement dans ces régions montagneuses. Hein. Oui, alors le pastoralisme a diverses applications. Il y a le pastoralisme type méditerranéen dans PACA, une partie de Rhône-Alpes, mais il y a aussi du pastoralisme dans le Massif central, dans toutes les zones prédatées. Et ça recoupe d'ailleurs, on va vous mettre une carte, mais Patrick Poyer, vous pouvez peut-être nous dire où on trouve aujourd'hui essentiellement le loup en France. Il est arrivé par l'Italie. Hein. En fait, le loup est revenu par l'Italie, par le secteur du parc du Mercantour, et puis s'est développé tout d'abord sur l'arc alpin, ensuite un peu dans les Vosges, et puis le sud du Massif central, et puis maintenant quelques individus en bord des Pyrénées.
Donc effectivement, la zone de développement principale, ça reste encore l'arc alpin, puisque les meutes aujourd'hui se développent que sur l'arc alpin. La reproduction n'est connue que sur l'arc alpin. On n'a pas encore de meutes installées dans le Massif central. Mais quand on en trouve dans le Massif central, c'est quoi? Ce sont des individus égarés, isolés? En fait, oui et non. En fait, le fonctionnement de la population de loups, on a des meutes, donc avec les jeunes de l'année, puis des jeunes de l'année précédente, rarement de 2 années. Et à la sortie de l'hiver, au moment de la reproduction, enfin du moment du rut, il y a des loups qui quittent la meute, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à la reproduction. Donc ils quittent la meute et vu la capacité de déplacement d'un loup, ils peuvent se déplacer de 200 km en quelques jours. Dans une nuit, un loup fait 30 à 40 km. Et du coup, il part tenter sa chance assez loin. Donc c'est comme ça qu'on trouve, enfin chaque sortie d'hiver, on a des loups qui traversent le Rhône et qui remontent sur l'Ardèche, sur la Loire, le Puy-de-Dôme, dans le Cantal. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Un grand voyageur. Grand voyageur. Jean-David Abel, vous nous disiez tout à l'heure, ça fait quelques décennies qu'on ne vivait plus avec le loup. Il faut rappeler quand même que c'est une décision, l'éradication du loup au XIXe siècle. Oui, mais qui a mis des décennies avant d'atteindre ce que le loup avait toujours été chassé, détruit, empoisonné, etc. Mais là, il y a eu une décision politique, c'est ça? Il y avait déjà des décisions politiques. Simplement, on est arrivé à un moment, 19e, début du 20e, dans lequel l'expansion de l'occupation des territoires par les hommes était maximale, dans laquelle il y a effectivement des systèmes de primes, et dans laquelle, là on parle du loup, mais je peux vous dire que les aigles, les cerfs, les sangliers, enfin, tout, les ours, etc. Et c'est lié à l'expansion massivement détruit. Et c'est lié à l'expansion des populations Je veux dire. humaine, je veux dire. C'est bien sûr. Ouais. Et à l'inverse, l'homme a... Enfin, c'est l'économie, hein, parce qu'on parle beaucoup des interactions, évidemment, entre le loup et l'élevage, et on a raison, puisqu'on veut soutenir l'élevage. Mais si vous voulez, le loup, il suit la déprise, c'est pas lui qui la provoque. L'homme a laissé des territoires entiers dans les Alpes, dans le Massif central, dans le Nord-Est, sur lesquels sont revenus d'abord des massifs forestiers de façon très importante. Ça, on peut le regarder sur 80 ans, des populations d'ongulés. Et le loup qui était de l'autre côté, en Italie, de la manière qu'il est aussi en Espagne, a traversé la frontière, est venu. Donc le loup, il suit la déprise, il ne la crée pas. La déprise, c'est-à-dire le fait que l'homme ne travaille plus des territoires. Vous avez des territoires en Ardèche, dans les Alpes, partout, dans lesquels il y avait une expansion humaine, des hameaux habités en permanence à plus de 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont complètement régressé. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est aussi une conséquence de la désertification rurale. Exactement. Et c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport aux populations ovines qu'il y avait au début du XXe siècle, c'est l'économie, la concurrence internationale, etc., qui a fait qu'on a baissé, selon les régions, d'un facteur 5, 6, 8, 10. Les groupements pastoraux, le nombre d'ovins présents, et absolument pas le fait qu'il y ait ou pas du lynx, du loup, etc., etc. Et après, évidemment, sur ces territoires dans lesquels les populations de chevreuils beaucoup, de cerfs, de sangliers, tous sont développés, eh ben, petit à petit, l'ensemble des écosystèmes et des espèces qui sont associées se refont. Et c'est bien ça qui fait aujourd'hui la contradiction, c'est qu'on a à la fois cette tension entre ces espèces-là, je parlais aussi des rapaces, mais on peut parler de beaucoup d'autres espèces, qui à un moment étaient complètement reléguées à rien du tout, et qui ont cette place, et en même temps des activités humaines que légitimement on veut soutenir, un pastoralisme extensif qu'on veut dans ces territoires-là, et l'État doit jouer entre eux. Trouver le bon curseur. Hein. On va parler des solutions politiques, peut-être juste pour finir sur ce constat, et pour que nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément bien le sujet comprennent bien, il n'y a pas eu de réintroduction, contrairement à l'ours, dont on parle aussi beaucoup. Hein. C'est vraiment un phénomène naturel, l'arrivée du loup, le retour du loup. Dans toute l'Europe, alors en France particulièrement, mais en Suisse, en Autriche, en Allemagne, pas à partir des mêmes noyaux, puisque là c'est des loups slaves, ils sont venus effectivement, mais même en Italie, si vous voulez, il y a 40 ans, ils étaient seulement dans les Abruzzes, ils ont reconquis tout l'Apennin jusqu'aux Alpes, et quand ils sont passés en 90 en France, ça faisait un moment. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de coopération internationale, on se rendait moins compte de ce qui se passait en Italie, et on l'a découvert récemment. Mais je veux juste dire un mot sur les comptages, parce que c'est quelque chose dont on a parlé justement la semaine dernière au groupe national loup, et moi ça me fait vraiment...
Je ne sais pas si c'est de la peine ou beaucoup de questions de voir un parlementaire, un représentant de la nation qui met en cause le travail d'un établissement public. Travail qui est corroboré par des scientifiques de toute l'Europe qui regardent les suivis génétiques, etc. Donc forcément, on est dans des fourchettes. J'ai pas mis en cause, j'ai dit qu'il y a une complexité. J'ai dit qu'il y a une complexité de comptage. Non, on serait vraisemblablement plus. Quand l'établissement public dit il y a 400, 450, 500 et que vous dites qu'il y en a 600, 700, c'est plus qu'une remise en cause. Excusez-moi. En plus, vous dites qu'il y a des gens qui sont chargés de faire disparaître des traces. Ça s'appelle une association qui s'appelle Ferrus, monsieur. Alors, on va pas faire tourner le débat uniquement là-dessus. C'est certes très important la question du comptage. Je vous laisse terminer là-dessus, mais il faudrait qu'on avance sur le débat. C'est ça que je voulais dire. C'est que pour l'État et pour tous les pouvoirs publics, c'est très très important d'avoir un thermomètre sur lequel on se met d'accord. Parce que sinon, effectivement, ça veut dire que on peut s'envoyer effectivement des chiffres comme ça. On peut s'envoyer des chiffres comme ça, mais on n'y arrivera pas. Alors juste d'un mot, pour qu'on passe ensuite aux solutions. Non, mais si on reprend une fois les chiffres de l'ONCFS qui ont été publiés dans l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans le cadre du bulletin loup, et si on regarde l'historique des bulletins qui ont été publiés par eux-mêmes avec l'augmentation annuelle, et qu'on regarde une dernière version qui était le bulletin loup de 2036, il y a une dichotomie entre ce qui était annoncé depuis un nombre d'années et puis le nombre de loups qui meurent. Voilà. Alors peut-être là-dessus, un mot de Patrick Poyet, puis ensuite il faut vraiment qu'on avance. Patrick Poyet, rapidement. Effectivement, pour les gens qui ne connaissent pas la façon dont on suit le loup, l'Office a formé 3400 personnes dans le cadre du réseau loup. Dans chaque région, il y a un ingénieur qui anime le réseau loup. Ce réseau loup, il est composé de personnes, d'éleveurs, de chasseurs. Alors il n'y a pas beaucoup d'éleveurs, on souhaite qu'il y en ait plus, de chasseurs, de lieutenants de louveterie, d'agents de l'Office. Donc c'est ce réseau qui fournit les données. Alors après, sur le nombre de loups, effectivement, le chiffre qui est donné en fin d'hiver, c'est la population minimale. L'été, on peut presque multiplier par 2. Ça veut dire que quand on a 400 loups, 430 loups comme on avait en sortie d'hiver dernier, l'été, on avait sans doute 800 loups. Si on est à 500 loups en sortie d'hiver, l'été prochain, avec les naissances, il y a 72 meutes à 5 petits par meute, on aura 900 loups. Donc même sur l'année, on peut aussi avoir une impression un peu différente. Je voudrais qu'on avance sur la suite et notamment sur les solutions, mais puisqu'il a été question, du retour du loup au début des années 90, je voudrais c'est très instructif qu'on regarde ensemble une archive. C'est dans le parc du Mercantour, dans le sud des Alpes donc, et regardez bien, c'est très intéressant de voir comment on parle du loup en 1993 dans le journal de TF1. Il y a plus d'un siècle qu'on n'avait plus vu de loup dans les Alpes-Maritimes. Et en novembre dernier, un garde du parc naturel du Mercantour qui observe des mouflons aperçoit dans ses longues vues 2 canidés qui ressemblent à des loups. C'est d'abord la surprise, puis l'émotion. À ce moment-là, j'ai commencé à les détailler de plus près, à regarder leur pelage, la forme du corps, ainsi de suite. Ils étaient hauts sur pattes, le poil gris, la queue basse, comme les loups savent la porter. Sur le coup, donc, j'étais tellement ému, même des frissons partout, de voir cet animal chargé de symboles depuis des siècles revenir. Et depuis 6 mois, on relève en permanence des indices de présence, traces d'urine, excréments, touffes de poils et carcasses. On les a même observés de nouveau, mais furtivement et de très loin. Ils vivent dans cette montagne, dans cette forêt, entre 1200 et 1800 mètres d'altitude. C'est là qu'ils se protègent du village et des hommes. Il s'agirait donc de loups italiens venus des Abruzzes où 400 exemplaires vivent là-bas en parfaite harmonie avec la nature. Le loup ne présente aucun danger, ni pour les troupeaux, ni pour l'homme. Voilà, le loup ne présente aucun danger ni pour les troupeaux ni pour l'homme. Voilà comment on en parlait en 1993. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous parliez d'une forme de naïveté, d'angélisme. C'est votre sentiment aussi, Claude Font, au départ, en tout cas, on a péché par angélisme? Oui, peut-être, sûrement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la réalité d'aujourd'hui. Force est de constater quand même que le comportement du loup a évolué depuis 25 ans. Il s'est adapté à nos mesures de protection, il s'est adapté dans ses méthodes d'approche des troupeaux. Je veux dire, quand 90% des attaques ont lieu sur des troupeaux protégés, ça veut dire que le loup il ne faut pas le sous-estimer, il observe, il détourne. Avec nos moyens de protection, on a l'impression des fois de le dresser. C'est-à-dire qu'il va s'habituer et puis essayer de trouver la faille pour aller à l'encontre des troupeaux. De quoi est-ce que vous manquez aujourd'hui pour lutter contre le loup? On manque
Ça va peut-être évoluer suite au dernier groupe national loup. Moi, je suis plein d'espoir par rapport à ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'État s'est fait dépasser par la prédation et par la problématique du loup. Je veux dire, ne serait-ce d'afficher son objectif de maîtriser la population de loups, je veux dire, c'est déjà un grand pas pour la profession. Mais comment est-ce qu'on la maîtrise? Est-ce qu'il faut prélever, comme on dit, plus d'animaux chaque année? Nous sommes dans un comportement de défense des troupeaux. Pour maîtriser une population de loups, il faut défendre les troupeaux et il faut faire de la régulation. Mais vous les défendez comment? Nous, on s'occupe, alors on préconise le tir de défense. C'est simple, accordé à tous les éleveurs sur les zones de prédation et de manière systématique, bien sûr à condition qu'il ait mis en place des mesures de protection. Parce qu'aujourd'hui, un berger qui tuerait intentionnellement un loup, il risque quoi d'ailleurs? Ça dépend. Si Claude le dit, s'il a mis en place des moyens de protection et qu'il a des attaques répétées, il a parfaitement le droit de tuer un loup. Il faut savoir que le loup est protégé. Dans une certaine mesure, oui, parce que c'est une espèce... pas dans une certaine mesure, c'est une espèce protégée, mais il y a des dérogations. Non, attendez, ne confondez pas. Il y a des dérogations possibles. Dans la mesure où les troupeaux sont protégés, on peut intervenir sur l'espèce de façon répétée. Et effectivement, si l'espèce va bien, quand il y a 500 loups, on peut, entre guillemets, en tuer plus, sans remettre en cause sa viabilité, que quand il y en a 200. C'est ça, juste l'appréciation que l'État porte, et c'est ça que vient de dire Claude Font, et qui nous semble important. À partir du moment où il y a des moyens de protection effectivement mis en place, présence humaine, chiens efficaces, etc., et qu'il y a malgré tout des attaques récurrentes, nous, on est complètement d'accord pour qu'il y ait des tirs. Cyril Pellevat, je me tourne vers le législateur, il y a des choses à faire évoluer dans la loi, dans les réglementations? Oui, bien évidemment. Alors nous, on a dans la base du rapport fait quelques préconisations. Donc il y en a certaines qui vont pouvoir se faire au niveau national, d'autres au niveau européen. Après, je tiens à dire que quels que soient les interlocuteurs, il n'est pas question d'éradiquer le loup, mais que bien évidemment, il faut l'encadrer. Je crois que c'est... Et ça, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Nous, dans les préconisations qui avaient été faites, c'est de déclasser au niveau de la Convention de Berne et la directive Habitat pour arriver à un phénomène qui est comme ce que l'on peut avoir en Espagne. En Espagne, on a moins d'attaques, je le disais, 1 loup pour 2. En France, c'est 1 pour 9. Et d'avoir une classification qui pourrait être faite en fonction des zones géographiques françaises. Convention de Berne, expliquez bien, puisque c'est l'un des textes qui régit aujourd'hui la présence... Oui, tout à fait. Alors en fait, on a plusieurs directives. On a une directive au niveau international qui est la Convention de Berne, et après on a la directive Habitat au niveau européen, et après on a des règles d'un point de vue français. On voit qu'aujourd'hui, cette convention, et notamment le fait que la France, on ait ratifié dans l'annexe 2, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, en mettant que c'était une espèce strictement protégée, aujourd'hui nous contraint. Et quand on voit, et ça a été dit tout à l'heure, qu'en Italie il y avait 400-500, maintenant on doit être plutôt aux alentours de 1007, et que le loup vient en France, après suivant les versions, réintroduit par réintroduit, mais on voit qu'au niveau européen, le loup n'est pas aujourd'hui une espèce menacée. Dans le documentaire, il est question de cette expérience. Aux États-Unis, dans le parc de Yellowstone, on a créé un statut juridique pour le loup. Le loup est une espèce expérimentale non essentielle. C'est-à-dire que quand il commence à y avoir un problème, et là je pense qu'on y est en France, on peut revenir en arrière avec un peu plus de souplesse. Alors là-dessus, peut-être... La différence, si vous voulez, quand même, c'est que les États-Unis, on n'est pas du tout dans les mêmes interactions au point de vue densité humaine et du point de vue activité humaine. Donc, ils gèrent à leur manière américaine. Tout à coup, ils laissent aller les populations très fortement, puis après, ils les tabassent, etc. Moi, je pense que c'est pas ça qui pourra nous permettre de trouver les moyens de la coexistence. Je veux juste dire un mot, quand même, par rapport à la Convention de Berne, qui n'est pas une directive, qui est une convention. La directive dont vous parlez, c'est la directive Habitat. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'Espagne ne l'a pas signé, c'est qu'aujourd'hui, en Espagne, il y a 2500 loups. On n'est pas à 500 loups, on est à 2500. On n'est pas du tout dans le même rapport numérique. Moi, ce que je veux juste dire, je ne sacralise pas du tout le niveau de protection de tel ou tel animal. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle espèce, l'État français doit garantir sa viabilité. Donc ce n'est pas parce que demain le loup serait déclassé qu'on pourrait tout à coup en taper 100 ou 150 par an. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Aucune espèce, quelle qu'elle soit, oiseaux, mammifères, etc., l'État ne peut faire qu'elle régresse, voire que sa viabilité soit remise en cause. Donc ça fait des années qu'on parle de ça en disant c'est une question de statut, etc. Les statuts, on l'a bien vu, on est passé de 6-8 loups détruits par an à 40, 45, 50 loups détruits par an. On a vu la proportion. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus une espèce qui est menacée. Donc clairement, aujourd'hui, le classement... Je dis pas ça.
je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que arrêtez d'apporter ça comme un totem en disant quand il y aura dérogation, on ne passera pas tout à coup magiquement à 150 loups. D'un point de vue purement statistique, Patrick Poyet, chaque année, combien de loups sont tués sur le territoire français ? En fait, dans le cadre du nouveau plan national d'action de loup, donc, qui est de l'année dernière, donc l'autorisation, c'était 10%. 10% de prélèvement calculé à partir de l'effectif fourni par l'office. Donc celui que vous nous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire ça ferait une cinquantaine pour cette année. 430 en sortie d'hiver, 10 plus 2% des possibilités du préfet. Donc on en a tiré 51 cette année, dont 4 par braconnage en fait. Donc ils sont décomptés du plafond parce qu'ils ont été tirés en dehors du contexte dérogatoire. Et cela donc ne met pas en danger la présence du loup en France. Les scientifiques étaient d'accord pour admettre qu'effectivement un prélèvement de 12% sur la population, avant qu'on soit au seuil de viabilité, ne remettait pas en cause la population. Alors maintenant, effectivement, qu'on va franchir ce seuil de 500 loups, qu'au niveau national français, l'espèce n'est pas en danger, du moins sur le plan démographique, on va sans doute pouvoir renforcer ces tirs à proximité des troupeaux. Parce que ce qui justifie la dérogation, c'est l'atteinte d'intérêts économiques. Quand il n'y a pas d'intérêt économique, on ne peut pas déroger. Donc ce sont les intérêts économiques, notamment liés à l'élevage et au pastoralisme, qui font qu'on peut obtenir des dérogations pour tirer des loups. C'est là que c'est le plus C'est dans efficace. cette logique-là, et qui est partagée, comme on le disait tout à l'heure, que maintenant on peut tirer des loups et que sans doute avec les ajustements qui seront faits après 500 loups, on va monter sans doute à 70 ou 80 tirs dans les années qui viennent. Cyril Pellevat. Non, mais alors je suis d'accord sur ce qui a été dit. Et si je peux revenir aussi sur le cas de Yellowstone, il y a eu des expérimentations qui ont lieu aux États-Unis et qui sont également proposées, mais par contre qui n'ont pas été retenues dans le cadre du plan loup. C'est le piégeage-relâchage. Parce que ce qui est important, c'est que le loup, c'est une espèce intelligente. On voit, il s'adapte systématiquement, mais c'est aussi de lui rappeler la prédation de l'homme. Et chose qu'il a perdue, et l'homme a également Alors perdu. pardon, mais ça fonctionne parce que vous disiez le loup, il est très malin, il s'adapte, mais c'est vrai que dans le documentaire, il y a un intervenant qui dit il faut d'une certaine manière dresser les loups, lui faire comprendre en gros qui est le patron. Ça fonctionne ça ? C'est l'objectif quand on demande des tirs de défense simples, systématiques à tous les éleveurs ou bergers, ou leur ayant droit, parce que chaque berger n'a pas un fusil non plus à portée de sa main, et certains bergers ne veulent pas prendre un fusil parce que c'est pas son métier premier. Donc ça, oui, c'est-à-dire que nous, dans notre besoin de tir de défense, c'est l'éducation du loup. C'est-à-dire qu'il faut qu'il assimile les mesures de protection et le tir de défense. Je parle de tir de défense, pas de tir de prélèvement. Hein, je veux dire, c'est vraiment de la défense des troupeaux qu'il assimile. Ce tir de défense, là, c'est pas sa place. Un danger. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, c'est pour ça prouvé. que c'est important ce qu'a dit M. Poyet tout à l'heure, et c'est le cas dérogatoire, c'est que ce soit en défense des troupeaux. Et c'est là que c'est le plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a quelques années, l'État avait autorisé que des loups soient détruits, ont battu au gibier. Les loups pouvaient être à 4, 5, 10 km de tout lieu de prédation. Alors que quand vous avez des clôtures électriques, des chiens, des tirs de défense, le loup apprend ou la meute apprend qu'il s'y frotte 6 pics. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fonctionne, hein, parce que effectivement, avec 25 ans de recul... Ce qu'on peut espérer, moi je partage un peu l'espoir de Claude Font, c'est que du fait qu'on va pouvoir densifier les tirs de défense à proximité des troupeaux, donc on a même aussi proposé qu'on puisse augmenter le nombre de fusils, d'expérimenter des tirs de défense simples avec plus de fusils, de façon à avoir que ça carillonne un peu plus autour des oreilles du loup, et que je pense sera aussi, en dehors des loups qui seront abattus, un effet dissuasif plus fort qu'actuellement. Claude Font ? Je voudrais juste faire une remarque, c'est par rapport à la gestion des territoires par rapport à la prédation. Nous, au niveau de la Fédération nationale ovine, on tient énormément à une équité de traitement de tous les territoires au niveau de la prédation. Il est hors de question qu'on adapte une gestion différenciée en fonction des territoires, que ce soit des zones historiques de prédation ou des zones de colonisation. Les règles doivent être les mêmes partout. Chaque éleveur doit être traité équitablement face à la problématique de prédation. Et ça, c'est dans le rapport, il faut que ça apparaisse vraiment, quoi. Il y a un autre sujet, parce que vous évoquiez les intérêts économiques liés au pastoralisme, il y a aussi toute la question évidemment de la biodiversité de ce point de vue-là. D'ailleurs, je voudrais qu'on réécoute un court extrait du documentaire. L'action de l'homme, elle n'est pas nécessairement mauvaise pour la biodiversité. Et je vous propose de regarder, puis on en parle après. C'est l'interaction entre les brebis, le pâturage et la végétation sur plusieurs milliers d'années qui a permis d'installer ces zones depuis le néolithique en fait.
Là, c'est des milieux qui peuvent se dégrader rapidement. Moins de 10 ans, s'il n'y a pas de pâturage, la broussaille prend le dessus, oui. Ça devient monospécifique. Il n'y a qu'une seule espèce qui domine l'ensemble. En l'occurrence, ce serait les genêts. Voilà, alors est-ce que ça c'est contestable, le fait que quand le loup revient, eh bien la biodiversité est menacée, Patrick Poyet? En fait, je ne vais pas parler à la place des éleveurs, mais effectivement, le pastoralisme a sculpté les paysages et a établi un équilibre d'une certaine biodiversité. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où un prédateur arrive qui n'était plus l'invité jusque-là, effectivement, il va déséquilibrer le système. Donc après, de là à dire que dans 10 ans, il n'y aura plus de moutons sur les alpages, j'espère pas. Le problème, c'est qu'il faut traiter la prédation de manière efficace, parce que on parlait d'abandon de territoire depuis le début de la prédation, mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il y a des espaces entiers, des territoires entiers qui peuvent être délaissés par les troupeaux qui entretiennent les territoires et donc la biodiversité au détriment, en abandonnant des territoires. Mais ça, vous le voyez en tout cas par endroits. Cette dame parlait des genêts qui sont partout au bout de 10 ans quand on... Excusez-moi, mais les genêts, ils sont partout dans le Massif central, alors que le loup n'est pas là. Enfin, et je crois qu'à un moment, il faut quand même être un peu sérieux. Dans le Massif central, dans les Cévennes, partout, les genêts sont partout. La broussaille, les bois arrivent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre biodiversité qui s'installe, et c'est pas mieux, pas moins bien. C'est une autre. Elle est très riche aussi. Il y a plein d'autres espèces, insectes, oiseaux, mammifères, etc. Il n'y a pas une bonne diversité qui est liée à l'homme et une qui serait mauvaise. Ce qui est très important de voir, c'est que dans l'arc alpin, plus de 50% des territoires ont été laissés par l'activité humaine bien avant que le loup soit là. Cyril Pellevat, sur cette question de la biodiversité, c'est... Encore une fois, les auditions qui ont pu être menées et les études qu'on a montrent un recul de la biodiversité de 4% depuis l'arrivée du loup et une perte d'exploitation de l'ordre de 20%, passant de 100 000 à 80 000 sur les territoires de montagne. Voilà. C'est dommage que vous n'avez pas audité tout le monde. C'est dommage, on aurait pu apporter les choses. Je vais lire le rapport et puis vous regarderez que tout le monde a été audité. Non, mais c'est sur les tables rondes. En tout cas, ce qu'on retient, et moi là-dessus je voudrais votre sentiment, et peut-être d'abord à vous, Jean-David Abel, c'est qu'il y a parfois une forme de contradiction qui est pointée par l'ancien président du Parc national des Cévennes dans le documentaire. Il dit, voilà, les troupeaux qui sont attaqués, ils sont en plein air, c'est le pastoralisme, ce sont ceux qui sont finalement le plus proches de ce que veut le consommateur. Et puis le consommateur, en même temps, il nous dit, nous, on veut des bêtes qui sont élevées en plein air. Bref, il pointe les contradictions, non seulement peut-être des écologistes, mais plus largement des consommateurs aujourd'hui en France. Non, mais d'abord là-dessus... je dirais qu'il faut regarder ce que veut le consommateur, parce qu'effectivement, il y a des importations très très importantes, massives. Ça, c'est vraiment beaucoup plus dû aux accords commerciaux qu'à la réalité. Donc là, on peut se rejoindre aussi avec les organisations professionnelles pour dire qu'il faudrait plus valoriser notre élevage à nous. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien voir, là vous parliez de siècles de pastoralisme, mais ça fait aussi des siècles que l'homme et ses activités coexistent avec les prédateurs. Donc tout à coup, là, depuis 20 ans, on dit que vous êtes en train de nous poser des questions comme si demain c'était ou le loup ou le pastoralisme. Et nous, on vous dit, ça ne sera pas l'un ou l'autre. Il n'y aura pas plus de pastoralisme, il n'y aura pas plus de loup. On va réapprendre à vivre avec. Vivre avec, ça veut dire se protéger bien et possiblement intervenir aussi, tuer des loups, mais on vivra avec. Et... Entre grands prédateurs, on peut s'entendre. Claude Font, vous êtes d'accord? Le loup et l'homme. Non, l'élevage est incompatible avec la prédation. Quand un éleveur... Ça fait des siècles et des siècles. Oui, mais je veux bien, mais quand il y a des éleveurs qui sont prédatés depuis plus de 25 ans, je veux dire, moi je veux pas... il faut imaginer ce qu'ils vivent dans leur métier. Mais il y en a qui sont dans les secteurs où le loup est et qui ont très peu d'attaques. Sur cette possibilité de cohabitation, M. Poyet. En fait, c'est un des rôles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, c'est de trouver des solutions, produire de la connaissance, des méthodes, voire des moyens opérationnels pour essayer de résoudre ce conflit d'usage. Donc nous, on est là pour essayer d'apporter des solutions. Et effectivement, elles ne sont pas faciles. Mais partout où il y a des possibilités de progrès sur les protections, donc là, on n'a pas évoqué le sujet, mais on a une brigade loup à l'Office qui intervient dans les cas les plus difficiles. Et donc, elle passe 10 000 heures auprès des troupeaux. Et ces 10 000 heures, pour le moment, elles servent qu'à faire de la protection de troupeaux et de temps en temps à tirer des loups. Et là, on souhaite, nous, pouvoir valoriser les observations qui sont faites pendant ces 10 000 heures de terrain pour mieux comprendre le comportement du loup à proximité d'un troupeau, pour apporter après une aide aux éleveurs
Et puis on forme aussi les chasseurs. Donc dans le contexte, les éleveurs n'ont pas forcément la nuit à passer dehors à veiller sur leurs troupeaux. Donc il y a des chasseurs qui peuvent intervenir pour la mise en œuvre de ces fameux tirs de défense. Et ces chasseurs, pour qu'ils soient habilités à tirer un loup, c'est aussi les services de l'Office qui assurent les formations de ces chasseurs. Donc nous, on essaye d'apporter notre main à l'ouvrage pour contribuer à résoudre le... Mais effectivement, c'est un sujet très, très complexe. Et passionnel, hein, on le voit avec vous. Non, pas facile. Passionnel, c'est pas facile et il faut admettre que c'est difficile et complexe. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous les 4 d'avoir été présents. Je vais renvoyer à plusieurs ouvrages. D'abord, Les alpages à l'épreuve des loups. C'est un ouvrage de Marc Vincent aux éditions Quae, édition de la Maison des Sciences de l'Homme. C'est paru en 2011, c'est passionnant. J'évoquais la question des attaques peut-être sur l'homme aussi, enfin en tout cas la présence à proximité des hommes. Il y a un livre très intéressant non mais justement, qui permet de remettre un certain nombre de choses historiquement, parce qu'évidemment c'est un animal mythique, qui a une place très importante dans notre imaginaire. L'histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France, Jean-Marc Morisseau, et puis le grand méchant loup, il en est question évidemment dans le dernier livre de Michel Pastoureau, que je vous recommande chaudement, Une histoire culturelle du loup, sur des aspects que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ensemble. On aurait été un petit peu hors sujet, encore que la question du rapport entre le loup et la culture est très intéressante. Vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement. Très rapidement. Demain matin, l'ONCFS inaugure son nouveau site sur le loup qui s'appelle www.louffrance.fr. Louffrance.fr, en un seul mot ? Voilà, très bien. Écoutez, on invite les téléspectateurs à se rendre sur ce site. Merci à tous les 4. Un monde en doc se poursuit avec à présent un documentaire exceptionnel. Le Parti socialiste vient de vivre un tournant avec l'abandon de son siège de la rue de Solferino. C'est la conséquence de la déroute électorale de 2017. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Les principaux protagonistes, à commencer par François Hollande, se confient aux auteurs de ce documentaire qui s'intitule L'adieu à Solferino, documentaire signé Grégoire Bizot, Cyril Leti. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.